Il y a le côté où le développement personnel, c'est beaucoup marketé et tu peux lire un livre de développement personnel, c'est pareil, pour les 10 autres, c'est la même chose, hein. Et c'est pour ça aussi que les coachs en développement personnel, pour moi, c'est juste, des personnes qui vont, entre guillemets, «profiter» de la faiblesse d'une autre. Tu prends quelqu'un qui est perdu, tu vas lui dire quelque chose, mais en fait, c'est la même. Il y aura 10 coachs qui vont dire la même chose. Et c'est ce que j'ai remarqué, en fait, parce que le moment où je me suis intéressé au développement personnel, c'est le moment où j'étais le plus perdu dans ma vie, en fait. C'est quand je venais d'arrêter les. Mmh. Donc j'avais besoin de paroles, réconfortantes que j'ai pu trouver dans le développement personnel. Mais une fois que ça allait mieux dans ma vie, bah là, j'ai mis ça de côté, en fait, et je me suis intéressé un peu plus à la philosophie. Donc je te dirais que le développement personnel, c'est de la philosophie pour les faibles. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et clairement, notre invité du jour est littéralement dingue. Je suis hyper excité aujourd'hui à l'idée de vous partager mon échange exclusif avec Tony de la chaîne YouTube Tony et ses pensées que je vois évoluer depuis des années. J'ai la chance de suivre ses vidéos depuis un moment. Je suis tombé dessus, je ne sais pas comment, par hasard, la chance ou la magie de YouTube. Et en fait, vous allez voir que Tony partage son développement personnel, ses philosophies sur Internet, avec une authenticité, une transparence qui est littéralement bluffante. D'expérience en expérience, j'ai pu le voir traverser l'Europe en faisant du stop, j'ai pu le voir aller dans une retraite bouddhiste au Laos ou faire plein d'autres trips. Vraiment, sa vision, c'est de comprendre la vie, d'essayer de la décortiquer, de vivre différemment, de casser les codes et de les remettre en cause pour au final pouvoir créer ta propre vie, ta vie selon tes propres termes. Dans cette interview, on va parler bien évidemment de développement personnel, de philosophie, mais de business et d'argent aussi, parce que Tony a étudié tous les gens qui ont essayé de s'extraire du système monétaire et financier, et vous allez voir ce qu'il en a appris. Une interview où je suis vraiment content de pouvoir vous la partager. Elle est différente de celle qu'on a pu faire. Tony n'a pas forcément un profil entrepreneur, même si je suis persuadé qu'il en est un au fond. On verra ça et on en parle dans cette interview. Comme d'habitude, les amis, vous connaissez la chanson, le like, l'abonnement, le 5 étoiles si vous êtes sur les plateformes de podcast. Ça nous aide à nous développer. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires juste en dessous quels sont les prochains invités que l'on doit mettre sur le podcast. Merci à tous pour votre soutien comme d'habitude. Et si vous voulez rejoindre notre société presque secrète, La Tribu, le lien est dans la description juste en dessous. C'est notre club d'entrepreneurs dans lequel on fait connecter et collaborer des entrepreneurs ambitieux entre eux pour les aider à créer un business qui décolle, qui explose, qui kiffe et surtout une vie dans laquelle ils sont plus heureux. C'est juste en dessous dans la description. On est parti pour l'interview avec Tony. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, un invité plus que spécial les amis parce que c'est pas un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui a développé une communauté sur Internet, mais surtout pour moi, et c'est la raison pour laquelle je suis content de l'avoir avec nous aujourd'hui, il a eu le courage de faire ce que chaque homme devrait faire dans sa vie, pratiquement même avant tout, c'est-à-dire d'essayer de comprendre qui il est, le sens de sa vie et là où il veut l'amener. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Tony de la chaîne YouTube Tony et ses pensées. Tony, bienvenue. Salut Enzo, salut tout le monde. Eh bien, j'ai découvert Tony en train de faire du stop sur YouTube et de vivre tout un tas d'expériences sociales. J'ai découvert Tony euh, dans un temple bouddhiste, un monastère bouddhiste. Comment on appelle ça? Un temple? Ouais, c'était un temple, ouais. Un Pas deux. temple, dans une retraite monastique, du coup, dans laquelle il va découvrir la vie, la vie des moines et surtout le travail spirituel qu'il peut y avoir derrière. Tony, aujourd'hui, c'est des milliers de personnes avec qui il partage au quotidien ses philosophies, ses réflexions sur la vie, le monde. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est comme je vous l'ai dit en intro, cette quête de finalement qui est-ce que je suis, quel est le rôle de tout ça, avec des réflexions parfois complètement paradoxales, comme le travail, c'est de la merde, l'argent, c'est de la merde, et on va trouver un autre moyen de vivre la vie. Des réflexions également sur la sexualité, sur la spiritualité, sur le développement personnel. Bref, aujourd'hui, je suis très, très, très content de t'accueillir, Tony, ici, et qu'on puisse justement revenir un peu sur ton cheminement, et surtout sur ton cheminement qui évolue. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, et là où tu me donnes l'opportunité pratiquement de me mettre dans tes rails,
c'est cette authenticité radicale avec laquelle tu partages tes opinions, tes avis et tes pensées, même changeantes. Ou par exemple, eh bien, comme tu le dis sur le travail récemment, où tu as un job, tu as pris un job, tu as gardé un job pendant longtemps, ce qui est quasiment hors de tes habitudes, et tu partages cette évolution de la vie et du travail avec les gens qui te suivent. Et bref, avant tout ça, Tony, c'était quoi ton rêve, toi, quand tu étais gosse? Tu voulais faire quoi quand tu allais devenir grand? Ah, moi, depuis tout petit, hein, on va dire, depuis que j'étais, en primaire, je voulais devenir footballeur professionnel Ok. et on va dire que j'ai essayé, on va dire, pendant 10 à 15 ans. Je me suis vraiment donné, les moyens, mais voilà, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, bah, j'ai pas réussi. Est-ce que comme tous les mecs qui avaient le rêve d'être footballeur, tu t'es fait les croisés ou pas? Non, non, même pas, mais j'ai eu pas mal de blessures, en fait, mais jamais les croisés, heureusement. J'ai Bon, eu, je ça sais pas, va. des déchirures, des entorses ou voilà, des claquages. Mais après, ça a plus été, on va dire, un cheminement où mentalement, c'était dur, au-delà du physique, en fait. Tu es allé jusque, ce début, on va dire, de préparation mentale et physique avant les camps enfin, comment les centres d'entraînement, c'est ça? Avant les Ouais, centres d'entraînement pour jeunes, ce genre de choses? ouais, en fait, j'ai fait plusieurs essais. Je sais pas si tu connais Clairefontaine. Ouais. Fontaine où il y a l'équipe de France qui se réunit là-bas. J'ai fait un essai à Sedan quand ils étaient en Ligue 2. J'ai joué en Belgique. Mais après, tu vois, il y a différentes raisons qui ont fait que j'ai pas percé, on va dire. Après, on va dire que ça a été une bonne chose parce que juste après ça, une fois que j'ai abandonné, on va dire, ce rêve, boum, je me suis lancé sur YouTube. Un enfant hyperactif du coup déjà, il y avait besoin d'activité, il y avait besoin de faire des choses. Ouais, c'est ça. Tu étais quel type d'enfant toi justement? Est-ce que tu étais plutôt, studieux? Est-ce que tu étais plutôt, le mec, social? Est-ce que tu étais plutôt le mec introverti? À l'école, tu veux dire, ou d'une manière générale? Ouais, à l'école et dans ta vie quand tu étais plus jeune, ouais. Bah, si tu veux, l'école, ça a jamais été mon truc. Hem, j'ai jamais pu, en fait, rester assis pendant des heures et écouter pour prendre Mmh. des notes et ensuite réviser pour avoir des bonnes notes et cetera. Et comme je t'ai dit, vu que j'avais vraiment que ça en tête, que le football, je pensais à ça tous les jours, jour et nuit. Je vivais football, je mangeais football et c'était vraiment mon seul passe-temps et à côté, en fait, je me reposais pour, ensuite reprendre à fond le football Rejouer quoi. Et dans quel moule familial tu as grandi toi? Ça a été quoi les valeurs au niveau justement du travail, de l'argent? Qu'est-ce qui t'a été inculqué de façon directe ou indirecte par tes parents? Bah, disons que je viens d'une famille assez, normale, on va dire. J'ai jamais été dans un milieu aisé, j'ai jamais été pauvre, j'ai jamais manqué de rien, Mmh. mais j'ai jamais, j'ai pas eu une cuillère en or dans la bouche, quoi. Après, on va dire que ça a été classique, hein. Tu vas à l'école, tu as des diplômes pour avoir un travail. Tu fais quoi? Peu importe, mais tu le fais. Et en fait, bah, vu que moi, je voulais passer par un parcours de sportif, et c'est pas l'école, on va dire, qui est la priorité dans ma tête parce que j'ai pas besoin d'avoir un bac plus je sais pas combien pour être fort au foot. Je dois Ouais. m'entraîner, voilà, je dois m'améliorer, on va dire, sur différents aspects, mais au niveau de l'école, c'est pas ça qui va m'aider en premier lieu. Après, on va dire que j'ai décroché assez tôt, mais on m'a incité à continuer. C'est-à-dire que je voulais arrêter juste après le bac, mais après, on m'a dit: «Non, tu vas faire quoi? Voilà, comment tu vas t'en sortir dans la vie?» Je fais: «Bon, OK, je vais continuer». J'ai fait une année de licence, après une année de BTS, mais voilà, au bout d'un moment, je pouvais plus. Je me suis dit: «Il faut que je vive ma vie, il faut que je fasse mes choses maintenant, sinon je vais le regretter toute ma vie». En fait, très tôt, j'avais cette envie de faire ce que je veux moi et en fait, si je commençais à écouter les autres, au bout d'un moment, je savais que j'allais pas pouvoir continuer, en fait. À quel moment justement tu commences, on va dire, un peu à t'émanciper, que ça soit, d'une espèce de pression sociale ou de la pression de tes parents et commences à te dire: «Tiens, je vais faire des trucs qui sont, complètement différents de ce que tout le monde fait». Bah, c'est au moment où j'ai arrêté l'école, en fait. Donc c'était Mmh. en 2013 et quand on me demandait: «Bah, pourquoi t'arrêtes?» C'était plus les gens en qui j'avais confiance et à qui je voulais en parler. Je leur disais clairement: «J'arrête parce que là, je vais tout donner pour percer dans le foot». Parce qu'en fait, pour moi, c'était vraiment la dernière chance parce que voilà, je commençais à prendre de l'âge. Je crois que j'ai arrêté l'école, j'avais 19 ans
Et généralement, les gens à 19 ans sont soit déjà en centre de formation, soit ils ont déjà Ouais. signé pro, soit voilà. Et moi, vu que j'étais loin de tout ça, bah, je me suis dit: «Bon, je vais partir en Belgique et après je vais tout tenter et on verra». Et du coup, j'ai arrêté l'école en 2013. On m'a dit: «Ouais, mais non, t'es fou» et cetera. Bah, finalement, j'ai travaillé un peu, j'ai économisé et je suis parti en Belgique. J'ai tenté, j'ai raté, mais au moins, j'ai tenté. En fait, le plus dur pour moi, c'est le fait de ne pas avoir de réponse. C'est-à-dire, si tu te poses toujours la question: «Et si, et si, et si?» mais tu tentes pas, là, je pense que c'est beaucoup plus dur que de tenter et de rater. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et à la fin, je suis satisfait parce que j'ai eu ma réponse, même si ça n'a pas été dans le sens que moi je voulais. Et à ce moment-là, du coup, tes parents, ton entourage sont pas du tout, sur la même longueur d'onde que toi, j'imagine? Ah non, pas du tout. En plus de ça, bah, tu sais, dans une famille asiatique, on est vraiment porté sur l'école, sur la réussite, et cetera. Et si tu veux, moi, dans ma famille, je suis un petit peu le mouton noir. C'est-à-dire tout le monde a des diplômes, tout le monde est ingénieur, tout le monde est comptable. Bref, voilà, ils sont diplômés. Moi, je suis là, ouais, faut passer dans le foot. C'est-à-dire que je suis un peu mal vu. Bien sûr, on m'a essayé de m'en dissuader, on m'a critiqué, et cetera. Mais à la fin, je veux quand même faire ce que moi je veux parce que à la fin, en fait, c'est moi et ma confiance. Donc, Comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu vis cette pression et comment est-ce que tu arrives un peu à t'en émanciper finalement? bah, après, à la fin, je me pose la question: «Est-ce que je vis pour les autres ou est-ce que je vis pour moi?» Et si je vis pour les autres et que j'essaie vraiment de toujours les satisfaire et si, imaginons, j'y arrive, à la fin, est-ce que en me regardant dans la glace et avant de me coucher la nuit, je serai content de ce que je fais? Je pense pas. Alors que si je fais ce que moi je veux, même si aux yeux des autres c'est fou, même si c'est ridicule, même si ce n'est pas une réussite, à la fin, si je fais ce que moi je veux, en fait, je serai satisfait. Et à la fin, en fait, j'ai toujours fait ça, peu importe dans quel aspect de ma vie, que ce soit professionnel, relationnel ou voilà. En fait, je m'écoute moi d'abord, j'écoute un petit peu les gens pour prendre en compte leur avis, et cetera. Mais à la fin, celui qui prend la décision, c'est moi. Tu sais, il y a plein de gens qui doivent, ça doit résonner là, ce que tu es en train de dire. Puis il y a plein de gens qui se sont dit: «Moi aussi j'ai envie de vivre pour moi, je vais prendre mes propres décisions». Et puis à la première, pression sociale, directe ou indirecte, ils craquent. Pour beaucoup de gens, c'est hyper dur, réussir à s'écouter et à prendre tes propres décisions. Est-ce qu'il y a eu un cheminement un peu de pensée ou est-ce que naturellement tu as l'impression que c'était comme ça en toi? Je pense que j'ai toujours été comme ça et au fur et à mesure que je grandissais, en fait, ça s'est de plus en plus développé. Ça veut dire on est obligé, en fait, de prendre en compte, ce que les gens pensent de nous parce que voilà, on n'est pas je suis pas vraiment différent des autres non plus. Mais il y a un moment où je me pose la question, je regarde la vie d'une manière générale et je me pose une question, je me dis: «Mais la vie est courte». Donc si la vie est courte, qu'est-ce que je fais? J'écoute les autres, je suis dégoûté tous les jours, je me sens pas bien ou bon, au bout d'un moment, je prends la vie comme, un jeu vidéo ou pas du tout, je me dis juste: «Tu sais quoi? On va mourir un jour. Bon à la fin, je fais ce que je veux quoi. Tu pas content, c'est pareil, je veux faire ce que je veux». Et c'est une belle invitation en tout cas, même si effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent à cette étape-là. Ils se disent: «Je vais faire ce que je veux» et tu sais, à la première action, ils glissent, soit par, peur de bien paraître, soit par peur de ne plus être aimé, soit par peur de tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est ça et c'est en te disant cela que je me rends compte qu'il y a aussi l'éducation qui joue beaucoup. Ça veut dire que moi, en fait, depuis tout petit, on m'a laissé libre. Ça veut dire que ce soit moi ou mes frères, hein, on nous a dit tout simplement: «Fais ce que tu veux, mais fais un truc». C'est pas comme si on OK. était derrière mon dos, en train de me dicter ce que je dois suivre, ce que je dois faire, de quelle manière et cetera. Alors que pour d'autres personnes, leurs parents ou je sais pas, leurs grands frères, leurs tantes, peu importe qui, sont toujours derrière leur dos à leur dire quoi faire. Tu fais telle étude. Assez indépendant du coup, c'est ça? Très jeune. Ouais, c'est ça, on m'a toujours laissé, faire mes propres choix et je pense que cette liberté, en fait, elle a toujours été là et je l'ai moi-même développée parce que j'en ai besoin, en fait et c'est vraiment un point central de qui je suis, c'est la liberté. Alors justement, on va explorer cette liberté à travers tes différentes phases et délires. Du coup, le football, tu décides de passer à autre chose, décides de te lancer sur YouTube, avec au départ, plutôt, une vision, je crois, un peu humoristique, délire, partage, plus que, philosophique, spirituel comme ça a pu devenir aujourd'hui.
C'était quoi l'intention initiale de YouTube et c'était quoi l'idée, toi, derrière ce projet? Alors de base, ça a toujours été ce petit projet avec le foot en fait, parce que je m'étais fait plein de délires dans ma tête. Je m'étais déjà imaginé, percer dans le foot, mais en dehors de ce chemin standard, c'est-à-dire passer par un Mmh. centre de formation et ensuite signer son premier contrat professionnel et cetera. Moi, je me suis dit que j'allais faire comme, je sais pas si tu connais le parcours de Ribéry, par exemple? Ribéry qui, est pas passé par des centres de formation, qui est monté, de niveau en niveau à travers différents clubs et moi, je m'étais imaginé faire la même chose et justement partager ce chemin sur YouTube. C'est-à-dire, c'était déjà assez axé, sans le savoir, on va dire, développement personnel, mais même si j'aime pas trop me classer dans cette catégorie, mais Mmh. disons que je m'étais dit que si je pouvais montrer que je pouvais le faire en sortant des sentiers battus, bah, j'allais motiver certaines personnes à faire de même. Et d'abord, j'allais le faire pour moi parce que je m'étais dit que je voulais me prouver à moi que je voulais réussir en dehors de ce qui se fait traditionnellement. Et vu que ça n'a pas été le cas, vu que j'ai pas percé, je m'étais dit: «Ouais, mais mon idée, elle était quand même bonne». Ça veut dire que j'ai quand même appris tellement de choses pendant ce parcours, même si j'ai pas réussi, j'ai quand même des choses à dire. Parce que j'ai pu identifier, en fait, ce que, hem, certaines personnes ont pu dire, ont pu faire pour m'en empêcher, ce que le système, en général, te met en tête pour te programmer, te conditionner à juste ne pas suivre ce que tu veux faire. C'est-à-dire, à l'école, on va te conditionner à être un simple salarié, à suivre les règles et à juste te soumettre. Et tout ça, je les ai déjà identifiés à l'âge de, je sais pas, 19, 20, 21 ans. Et du coup, je me suis dit que, attends, là, j'ai quelque chose quand même à dire, il faut que ça sorte. En sachant que dans ma vie aussi personnelle, je me trouvais assez isolé dans le sens où je pensais différemment des autres qui avaient un, un cheminement de pensée assez similaire. Du coup, je me retrouvais seul. Je me suis dit, non, non, il faut que j'en parle pour voir si je peux essayer de trouver des gens comme moi. Et boum, je me suis lancé sur YouTube. OK. Donc il y a quand même cette démarche finalement de trouver des gens comme moi, cette démarche un peu de communauté, cette démarche de partager finalement avec des gens qui te ressemblent ou en tout cas qui pensent de façon similaire. Ouais, parce que c'est difficile en fait de quand tu vois par exemple qu'il y a des groupes qui peuvent se former, ils sont tous d'accord sur un sujet, ils en parlent, tu sens que voilà, ils sont bien ensemble. Mais toi, quand tu es à part en fait et que tu te retrouves pas dans ce groupe, c'est compliqué. Tu vas voir un autre groupe, c'est la même chose, un autre, c'est la même chose, et encore. Et voilà, ça se ressemble, ça se suit. Et au bout d'un moment, cet isolement en fait fait mal parce que l'humain est fait pour être, pour partager en fait son être, tout simplement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il n'y a personne dans la vraie vie avec moi. Peut-être qu'au bout d'un moment, d'une manière virtuelle, je pourrais le faire. Donc ça a vraiment été pour moi un élément moteur, on va dire, pour me lancer sur YouTube. C'est que c'était un ras-le-bol, on va dire, dans la vraie vie. Et je me suis dit, bon, il faut que ça sorte quand même. Donc voilà, je me suis lancé il y a maintenant 6 ans et j'avais déjà préparé 4 ou 5 premières vidéos que j'ai balancées au fur et à mesure. Et comme tu as dit, tu sais, au début, c'était un peu un ton humoristique parce que je m'étais dit que peut-être c'est le format qui marche. Le format podcast, assez rapide, très monté. Mais à la fin, j'ai fait ça encore une fois pour suivre ce qui marchait. Mais moi, personnellement, ça ne me plaisait pas. Donc, à partir de là, je me suis dit, soit j'arrête les vidéos parce que ça me plaît pas, soit je fais autre chose et voilà. Et petit à petit, ça se rapprochait vers le format que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire juste, j'expose une idée en parlant face caméra. Pendant, 20-30 minutes, peu importe, il y a pas de limite de format, ni de temps, ni d'organisation et finalement, les gens te suivent, les gens partagent, les gens philosophent avec toi, les gens interagissent avec, j'allais dire ton travail, mais je vais pas l'appeler ton travail, avec tes pensées. Hem, En combien de temps tu commences à avoir une vraie interaction avec des gens et tu comprends que tu es pas tout seul et qu'entre guillemets, «ça marche», même si «ça marche», est un gros mot qu'on définira peut-être plus tard? Alors déjà, ça commence par les premiers commentaires, parce que je me demande en fait comment les gens peuvent tomber sur mes vidéos. Le Bah oui. début, même pour toi, je pense, tu te lances et comment les gens font pour voir ce que tu fais alors que tu es un inconnu? Donc à partir de là, je voyais des comptes différents et cetera et je me demandais: «Mais waouh, c'est incroyable!» Donc il y a vraiment des gens
qui regardent et qui m'écoutent. Je me dis: «Oh, c'est fou ça». Après, il y a les premiers messages perso que je recevais par mail ou sur les réseaux sociaux. Je me disais: «Ah ouais, quand même, hein, il y a des gens qui m'écoutent». Et après, il y a les premières rencontres, IRL, on va dire. Les gens me contactent et me demandent si on peut se voir et cetera. Bah, moi, je suis assez accessible, du coup, à partir de là, je me dis: «Ah, c'est vrai que, j'ai quand même réussi à construire quelque chose». En combien de temps c'est parti finalement dans cette, réflexion et cette recherche du soi? À quel moment tu as commencé à basculer sur ce travail vraiment, pratiquement anthropologique pardon, philosophique de, finalement expérimenter la vie et partager tout ce que tu ressens de ça? En fait, pour moi, il y a eu un changement majeur, c'est quand j'étais en Belgique, c'était en 2015. C'était vraiment vers la fin de mon séjour, on va dire, où je Mmh. réfléchissais si je devais rentrer en France parce que voilà, je vivais de mes économies et c'était en train de fondre. Soit je restais et j'essayais vraiment de forcer la chose, on va dire. Et à partir de là, il y a eu un changement, on va dire, je le vois vraiment d'une manière spirituelle et j'ai eu un ressenti physique aussi d'un changement. Et à partir de ce moment-là précis, je m'en souviens comme si c'était hier, à partir de là, en fait, il y a eu un avant et un après. Et par rapport à tout ce que je faisais aussi, ça a vraiment été le déclic. Du coup, j'ai commencé à lire énormément et justement à me poser de plus en plus de questions sur qui je suis et comment fonctionne le monde, etc. Et à partir de là, en fait, ça a donné ce que je fais aujourd'hui, en fait, de plus en plus. Mais ouais, ça fait maintenant 7 ans quand j'y pense. Comment on se retrouve dans un temple, bouddhiste à faire une retraite, monastique, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour moi, en fait, j'étais au Laos et j'étais chez de la famille sur une île qui était pas du tout touristique et j'ai juste demandé à mon oncle s'il pouvait me mettre en contact avec, le chef des moines et parce que je lui ai dit que je voulais faire un petit séjour là-bas pour voir la vie, comment ça fonctionnait et là-bas, en fait, c'est assez courant de faire ça. Donc ça s'est fait plutôt rapidement. Au début, je voulais faire 1 mois, mais ils ont refusé parce qu'ils ont dit que comme j'étais un étranger, bah, ça pouvait pas se faire aussi, sur cette durée. Du coup, j'ai fait ça 1 semaine et c'était une bonne expérience. Ça m'a appris certaines choses et ça m'a fait comprendre que, en fait, si tu veux, très tôt aussi, je me voyais pas travailler toute ma vie, attendre une retraite et tu sais, pendant 40 ans être là, putain, je me lève, je suis dégoûté, je suis au travail, je suis dégoûté, je rentre, je suis dégoûté. Je me suis dit: «Bon, tu sais quoi? Peut-être que la vie de moine, ça me conviendrait» et là, en fait, en ayant eu cette expérience de moine pendant 1 semaine, j'ai compris que non, c'est pas ça qu'il me faut. Ouais, tu as ce truc d'aller expérimenter en tout cas et de te dire, de pas rester sur une idée quoi, mais d'aller voir, si ça peut te convenir ou pas. Hem, Avant de partager, enfin de partir un peu sur les différents sujets, j'aimerais revenir sur, bah, d'autres vidéos sur lesquelles je t'ai découvert. C'est-à-dire cette expérience un peu de vivre sans argent et ce moment où tu partages toute cette découverte-là. Alors je sais que tu es allé rencontrer plein de youtubeurs, d'influenceurs aussi sur le sujet. Donc des gens qui sont dans, comment on appelle ça? L'autosuffisance? L'autonomie. Ouais, dans tout ce qui est autonomie, donc acheter un terrain, vivre en full autonomie et cetera et donc à ce moment-là, tu te baladais aussi, en stop et j'étais tombé sur tes vidéos où tu vloguais et tu te baladais d'un point à un autre en faisant du stop et même en partageant aussi, heu, bah, l'interaction sociale, quoi. Ce que tu vis, ce que tu ressens, les gens que tu rencontres sur le chemin et cetera. Hem, Qu'est-ce qui t'a amené du coup à creuser ce sujet un peu de l'autonomie? Comment t'en es arrivé à, on va dire, à creuser des trucs aussi extrêmes? Parce que tu as des gens qui sortent complètement entre guillemets «de la société» pour vivre un peu dans une autre société qu'ils créent eux, avec d'autres règles, d'autres codes et d'autres fonctionnements, quoi. Bah, c'est en observant, en fait, le fonctionnement de ce monde, de ce système. C'est juste, des trucs simples, mais on est un petit peu pris par la gorge en ayant nos besoins vitaux qui sont payants. Je trouve ça étrange. Du coup, à partir de ce questionnement, j'ai commencé à regarder des alternatives et à voir des gens qui le font justement. C'est-à-dire, imaginons,
tu veux te déplacer, tu fais du stop. Tu veux manger, tu vas faire, de la récupération. Après, bon, on va toujours dire qu'on profite, du travail d'un autre et ce qui n'est pas faux, hein, parce que voilà, si je fais du stop, il y a bien quelqu'un qui paye sa voiture, son assurance, son essence. Mais, il y a ce questionnement par rapport à comment on vit d'une manière générale. Ça veut dire, si tu veux, juste profiter de ta vie, avoir du temps pour toi, faut identifier en fait ce qui t'empêche de faire ça. Généralement, c'est le travail parce que on doit payer notre nourriture, notre logement, et cetera. OK, comment je peux faire pour, payer moins, pour avoir plus de temps, et cetera? OK, c'est possible d'acheter un terrain. Ah, c'est pas cher. OK, mais pour ça, il me faut des connaissances pour, faire pousser ma nourriture, mes légumes, et cetera. Ah, OK, je peux faire ça. Et à partir de là, en fait, bah, j'ai commencé à expérimenter un petit peu, c'est-à-dire j'ai fait du stop, j'ai fait ouais, mais je profite du travail d'un autre. Ok, si je veux pas faire ça, comment je fais? Bah voilà, je me déplace pas, je fais pas de stop. Ok, si je veux manger moins cher ou entre guillemets gratuitement, il y a la récupération, ou sinon tu fais pousser tes propres trucs. Et il se trouve que il y a des personnes qui ont ce mode de vie. Et grâce à ma chaîne YouTube, on va dire que j'ai pu en rencontrer et me faire une idée de ce que peut être, ce mode de vie alternatif. Après, tu sais, sur YouTube, en fait, on va te vendre un peu du rêve. C'est-à-dire, les gens vont te dire: «Moi, je suis autonome, je dépense pas d'argent, je dépense peu d'argent», mais ils vont pas te dire qu'à côté, en fait, ils font quand même des trucs qui sont dans le système. Et je pense pas que sortir du système soit possible. Parce qu'à partir du moment où tu trouves ces gens sur YouTube, ils ont une connexion internet, ils ont un abonnement téléphonique. Quand tu as un abonnement téléphonique, tu as bien une adresse, et cetera, tu vois? Donc sortir du système pour moi, c'est vendre du rêve. Et aujourd'hui, je le réalise parce que D'ailleurs, tu le partages, ça, sur YouTube. bien sûr, Tu t'en rends compte sur le chemin et tu le partages. bien sûr, parce que en fait, pour moi, il y a vraiment cette quête de vérité et justement, qui dit quête de vérité dit, diminuer de plus en plus les mensonges. Ça veut dire ce que tu vas voir sur internet, si les gens te vendent du rêve et que c'est pour entre guillemets, «arnaquer des gens», moi j'aime pas ça, tu vois? Parce que on a pu me vendre du rêve avec ce mode de vie. Je me posais plein de questions, j'étais émerveillé: «Waouh, on peut faire ça, un truc de fou!» Et quand je l'ai vu de mes propres yeux, ben non, en fait. Et du coup, il y a un côté où il y a une illusion qui se brise, mais sur le long terme, Mmh. c'est quelque chose de bon, tu vois? Et moi, je veux m'approcher de cette quête de vérité, de sincérité et dire les choses telles qu'elles sont, en fait. Et j'apprends aussi au cours de mes vidéos de ce cheminement. Quand est-ce que tu as compris que la vérité était pas le message que l'État envoyait aux enfants à travers l'éducation, les médias, les bouquins, même quand on était à l'école? Heu, je te dirais que c'est pareil à la suite, de mon petit séjour en Belgique. À partir de là, j'ai commencé à lire, à regarder plein de vidéos et à analyser, en fait, la vie d'une manière générale, mais aussi principalement ma propre vie. Quand tu vas à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans, quand tu finis le lycée, qu'est-ce que tu retiens en fait après ça? OK, tu as peut-être ton bac, mais qu'est-ce que tu as retenu? Et plus les années passent, plus tu vas oublier ce que tu as fait à l'école. Au bout d'un moment, tu te poses la question, mais ça a servi à quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Ah, peut-être que ça sert juste à nous faire passer le temps et à ne pas nous faire apprendre, voir les choses qui pourraient nous rendre indépendants du système, de l'État, parce que bah, tu as pas les connaissances nécessaires. Si tu veux, en fait, en grandissant, on est un peu des bébés par rapport à comment se débrouiller sans l'État. Parce qu'à la fin, on va te dire, «Ouais, mais si tu travailles pendant 40 ans, t'inquiète, tu auras une retraite». Ouais, mais qui te dit que tu auras une retraite? Qui te dit qu'entre-temps, déjà, tu vas pas mourir? Qui te dit que quand tu auras l'âge d'être à la retraite, bah, en fait, ils vont pas repousser l'âge de la retraite? C'est ce qui se fait, de plus en plus, tu vois? Là, ma génération, est-ce qu'on aura une retraite? Vu que je ne pense pas, je préfère ne pas compter dessus, en fait. Et du coup, Mmh. quelles sont les alternatives pour, vivre une vie, on va dire, peut-être confortable, mais sans le confort que nous donne l'État? Une des vraies cassures, que tu as vécues, je pense, en tout cas de mon point de vue, je le vois, tu nous diras toi comment tu l'as vécu, ça a été le travail. À un moment donné, tu décides, du coup, de ne plus jouer avec ces règles de jeu de la société et donc tu remets en question, un, le fait de travailler, mais 2, le concept même du travail. Un peu comme tu viens de le faire juste avant, c'est-à-dire pratiquement, est-ce que ça serait, passer X années, pour ne pas faire autre chose, ne pas penser à autre chose et cetera.
Et donc, tu philosophes, mais pendant des heures, à travers différentes vidéos, sur le concept du travail, qu'est-ce que c'est que travailler, pourquoi travailler, qu'est-ce qu'on trouve à travers tout ça. Et deux, à un moment donné, bah, tu prends la décision de je ne vais pas aller bosser. Euh, je pense aussi que c'est une vraie cassure par rapport à ton éducation, parce que comme tu l'as dit, on t'a fait grandir dans un truc, fais ce que tu veux, mais fais quelque chose. Et donc, il y a tout ce schéma parental aussi à casser, machin, le schéma sociétal. Euh, moi, je suis matrixé de ouf. Je suis matrixé de ouf dans le sens où si je ne travaille pas, je ne produis pas, je ne me sens pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Et Mm, pourtant, j'essaie de prendre le temps de réfléchir un peu. Tu vois. Et malgré ça, j'ai encore ce truc, ce besoin, cette dépendance pratiquement liée à la productivité. Encore plus en tant qu'homme, on pourra débattre de tout ça plus tard. Quel a été ton cheminement par rapport au travail? Comment est-ce que tu t'en extires? Et aujourd'hui, tu en es revenu un petit peu. Quel a été ton cheminement par rapport à tout ça? Bah, après, tu dis que tu as besoin de travailler, mais tu travailles pour faire quelque chose que tu aimes, quelque chose qui t'apporte. Sinon, je pense pas que tu en aurais autant besoin que voilà. Mais c'est beaucoup plus difficile comme pour la plupart, de faire un travail où tu te sens forcé en fait, où c'est juste alimentaire. Et il y a cette position où je me dis, mais la plupart des gens, on est forcé de faire une chose qu'on ne veut pas faire et on n'a pas beaucoup de temps de vie en fait. Et le peu de temps de vie que tu as, c'est la retraite qu'on te promet parce que tu auras du temps et tu auras bien travaillé, tu auras servi en fait cette société. Et là, tu auras mérité ton temps de repos, ta récompense. Moi, je me dis, mais non, en fait, c'est tout de suite que je le vis. Pourquoi je vais aller me casser le dos physiquement, mentalement, pour un travail que je ne veux pas faire parce que je suis obligé de le faire. Et il y a une grande différence avec les gens qui aiment travailler parce qu'ils aiment ce qu'ils font, mais c'est juste une poignée de personnes en fait. Et c'est pour ça que toute ma vie, j'ai juste fait des tafs alimentaires parce qu'on est obligé en fait. Encore une fois, on est pris par la gorge vu que nos besoins primaires sont payants. Tu veux manger? Ah, mais il faut de l'argent. Ah, mais si tu faut de l'argent, tu vas travailler. Donc à partir de là, je me suis posé cette question. Vas-y, c'est quoi? Je vais essayer de vivre sans argent. Et du coup, j'ai expérimenté la vie, etc. Mhm. Mais je me suis rendu compte que finalement, en fait, le travail, on peut placer toutes les choses de la vie sous ce terme. Et il y a le travail parce que, déjà, si tu prends l'étymologie, je pense que tu le connais, le tripalium. Du coup, cet instrument de torture, est-ce que ça te donne envie de te lever le matin pour dire travailler? Non. Je pense que si tu aimes ce que tu fais, on va dire plus que je sais pas moi, tu vas œuvrer, tu vas partager, tu vas créer, mais c'est pas à proprement parler du travail. La torture, c'est vraiment le moment où tu t'es forcé de faire une chose que tu détestes et comme s'il n'y avait pas d'issue en fait. Donc aujourd'hui, je te dirais que oui, on va dire le travail d'une manière générale est nécessaire puisqu'on profite du travail des autres. On vit dans un monde où voilà, tout est connecté, hein, interdépendance, dépendance, etc. Le fait qu'on se parle là tout de suite, les appareils électroniques ont bien été fabriqués par des personnes, la connexion Internet, etc. On Beaucoup profite de du travail travail, d'autres personnes. Ouais. c'est Mais alors, ça. effectivement, pour tous ceux qui nous ont pas suivis et qui nous ont peut-être perdu un petit peu, c'est beaucoup plus direct quand tu fais du stop, mais quand tu utilises un ordinateur, tu profites du travail de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est Aussi, ça, c'est encore de ça. façon indirecte. Et du coup, en fait, chacun, c'est vrai, doit apporter sa pierre à l'édifice. Après, maintenant, c'est à chacun de trouver de quelle manière. Et c'est là, en fait, où c'est difficile. Parce que je pense que ça part déjà d'une méconnaissance de soi et le fait qu'on grandisse dans un monde qu'on ne comprend pas aussi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, le travail est inévitable et c'est un besoin. Parce que si tu prends à une certaine époque, le travail de l'homme, c'était quoi? Il chassait pour se nourrir. C'était ça son travail. Aujourd'hui, on va dire que si tu vas travailler dans un magasin, dans un bureau, etc., c'est le travail qui s'est transformé d'une autre manière. Mais à la fin, c'est toujours la même chose. Tu travailles pour avoir de l'argent qui va te faire acheter à manger. Donc le chasseur-cueilleur est juste devenu un mec de bureau et puis voilà quoi. C'est le monde d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que le travail aujourd'hui, je le vois d'une autre manière parce que, bah, tout simplement, il faut travailler. Mais c'est juste que le terme travail, c'est un mot fourre-tout, tu vois. Et donc, aujourd'hui, ta définition du travail avec toi, c'est quoi?
Je dirais juste que c'est se battre pour survivre parce que voilà, la vie, c'est pas juste, on vient, on te donne tout sur un plateau en or, en argent et tu as juste à te servir. C'est pas ça. Je pense que si jamais ça nous arrive, bah, ça va juste nous affaiblir en tant qu'homme et il y a un côté où la transcendance se fait à travers justement cet effort pour survivre, qu'on va appeler travail. À quel point cette vision, elle te donne du pouvoir, tu vois? À quel point cette vision, elle t'enferme dans ta pensée, ou elle te donne du pouvoir pour la transcender? Parce que, est-ce que c'est être conscient de penser que le travail, j'ai perdu ce que tu m'as dit. Que penser que le travail, c'est se battre pour survivre, pardon. Hem, Est-ce que c'est être en position de victime ou est-ce que c'est être en position consciente? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après c'est toujours une question de perspective, hein. C'est aussi une chose que je comprends de plus en plus. En fait, la vie, c'est juste une question de perspective. C'est-à-dire sous quel angle on voit les choses. Si tu prends ça comme une victime, bah, tu le vivras comme une victime. Si tu le prends juste comme un jeu, comme un challenge, bah, c'est vraiment par rapport à chacun comment on voit les choses. C'est vrai que pendant très longtemps, mais aussi parce que c'était des expériences que j'attirais, les travails que j'ai pu faire dans ma vie, j'en ai fait pas mal et différents, je sais plus comment on dit. Bref, différents travails que j'ai pu faire, ça a Mmh. toujours été des trucs qui m'ont dégoûté, vraiment qui m'ont dégoûté. Et aujourd'hui, vu que je vois les choses différemment, beh, j'attire aussi un travail qui est différent. C'est-à-dire que là, au moment où je te parle, je suis en train de travailler dans un resto, je fais de la livraison. C'est vraiment je te dis franchement, c'est le meilleur taf que je fais. Parce que il y a pas ce dégoût, en fait. Et il y a des choses où je trouve beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Là où pendant des années, j'ai pu faire des tafs qui avaient tellement d'inconvénients par rapport au peu d'avantages que je pouvais avoir. Et je pense que pour la plupart des gens, c'est ça. Leur taf, en fait, et leur vie en général, il y a beaucoup plus de désavantages que d'avantages. Et je me dis qu'aujourd'hui, comment je vois la vie, c'est juste trouver son chemin et faire en sorte de mettre le plus de cordes à son arc pour avoir des avantages. Et voilà, faire son petit bonhomme de chemin, que ce soit peut-être à travers le salariat, l'entrepreneuriat ou même juste être un chômeur ou peu importe en fait. Et en fait, dans la vie, il y a tellement de possibilités que on ne peut pas se restreindre juste à un seul schéma. C'est-à-dire travailler, attendre la fin du mois pour toucher son salaire. Vraiment, on a l'impression que c'est le seul chemin qui existe. Alors que non, il y a une multitude de chemins et il faut juste sortir en fait la tête de l'eau. Ça fait peur un peu quand même aussi de tu vois, c'est ce que tu dis là pour moi, c'est un peu la liberté de du coup, de prendre ses propres décisions, de faire ses propres erreurs, d'aller vers son propre chemin et du coup, je pense que la liberté, tout le monde pense qu'il en rêve, mais très peu ont vraiment les couilles de l'affronter. Parce que la liberté, ça fait peur. Est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu vois cette peur ou pas du tout? Bah, c'est marrant que tu me dis ça parce qu'en fait, j'ai pu vraiment expérimenter la liberté d'une façon extrême et c'est vrai que c'est pas facile, hein, parce que tu es livré à toi-même, tu prends tes propres décisions et en fait, les conséquences, c'est toi. Tu peux pas blâmer qui que ce soit parce que c'est toi qui as choisi et du coup, cette, liberté extrême, c'est pas vraiment une bonne chose dans le sens où, hem, il y a il y a quelque chose à suivre dans la vie, c'est un ordre, mais qui est aussi chamboulé par le chaos. Et pour moi, en fait, une trop grande liberté, ça mène au chaos. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est aussi bien d'avoir des objectifs, c'est aussi bien d'avoir une routine, vraiment des tâches l'on va s'imposer, mais à soi-même. Et encore une fois, on en revient à ce que je t'ai dit, c'est si toujours on nous impose des choses, mais qu'on ne veut pas au fond de nous, c'est là où en fait on trouve beaucoup plus de désavantages. Et c'est ce qu'on retrouve à travers cette vie d'employé simple, de salarié. Je ne veux pas dire des chiffres, mais c'est la plupart des gens en fait. On nous impose Ouais, des bien choses. sûr. Il n'y a pas ce Ouais. choix personnel qui va nous faire nous épanouir en fait. Non, mais il y a des chiffres qui sont fous, hein, je les ai pas précis en tête, mais tu avais une stat, 80 des gens, des salariés en France, ont pas envie d'aller au boulot, quoi. Ont pas la pêche le matin, ont pas envie, s'ils auraient l'opportunité, ils changeraient de job et finalement considèrent leur taf comme un espèce de taf alimentaire. C'est pas incroyable, 80 des gens.
Bien sûr, après, je crois que aussi la France, c'est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Ça a un lien. Après, c'est comme je pense vraiment que la plupart des gens, en fait, ils ont pas, cherché des alternatives pour comment s'en sortir et on en revient, hein, pourquoi ils tombent sur des arnaques, ce que tu appelais les entrepreneurs d'Instagram là, les faux, je sais pas quoi. Ils tombent sur ça parce qu'on leur vend du rêve et en fait, c'est très facile de leur vendre du rêve parce que de base, ils sont désespérés. Donc au bout d'un moment, on va jouer sur leur état de faiblesse pour leur vendre des conneries, quoi. Le moment où tu décides du coup de plus te lever le matin pour aller bosser et juste de lever le matin pour vivre ta vie, est-ce que tu ressens vraiment une pression qui est ouf à ce moment-là? Est-ce que c'est limpide pour toi? C'est quoi les premières barrières auxquelles tu vas te confronter? Les autres les autres, hein, parce que, bah, tu n'apportes rien, vu que tu travailles pas, tu es juste un paria et ensuite, c'est par rapport à soi-même parce que pendant quelque temps, en fait, je pensais que j'allais voyager toute ma vie et finalement, en fait, après avoir voyagé quelque temps, le temps qu'il fallait pour me trouver, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, encore une fois, cette trop grande liberté n'est pas une bonne chose pour, mon développement. Là où quand je dis trop grande liberté, c'est dans le sens où tu as trop de temps libre et tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Mais vu que tu peux faire tout ce que tu veux, à la fin, tu fais rien. Parce que tu réfléchis: «Ah mais je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça» et vu que tu es juste indécis par rapport à ton choix, à la fin, en fait, tu fais rien et après il y a ce côté où, «Ah merde, j'ai rien fait. Ah mais vas-y, je verrai demain» et le lendemain, c'est la même chose et ainsi de suite et ainsi de suite et au bout d'un moment, je te pose la question: «Vas-y, en fait, ça sert à quoi de faire tout ça?» et si tu veux, moi, pendant des années, j'ai vraiment beaucoup vécu dans ma tête, en fait. Je me posais plein de questions, c'est ce qui m'a amené à faire plein de recherches, aussi à expérimenter. Mais aujourd'hui, je me dis que, en fait, la vie, le concret, c'est ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, fais-le, en fait. Et au bout d'un moment, c'est bien de réfléchir, mais trop réfléchir, ça sert à rien. L'extrême liberté, le temps en est beaucoup, je pense, à ceux qui ont en tout cas cherché, à explorer un petit peu. Au début, cette espèce de sentiment de supériorité, de réfléchir, de philosopher, et à un moment donné, la peur de trop réfléchir et de se retrouver à se manger la queue systématiquement dans sa tête, tourner en rond comme un poisson rouge dans son bocal. C'est exactement ça. Pour clôturer un petit peu notre sujet du travail, c'est un sujet plus généraliste, mais ça nous permettra d'embrayer sur énormément de vidéos pendant des années, j'aimerais dire. Tu es hyper clivant, tu es hyper sûr de toi, presque dans l'ego trip d'un jeune qui vient de découvrir une nouvelle vérité. Et aujourd'hui, tu es beaucoup plus dans la perspective, tu es beaucoup plus dans le truc de dire, OK, pendant longtemps, j'ai cru que le capitalisme, c'était de la merde. Mais en fait, peut-être que j'ai cru que A, et aujourd'hui, peut-être que. Qu'est-ce qui amène, qu'est-ce qui amène cette autre vision finalement où aujourd'hui, tu es beaucoup plus nuancé quasiment sur tous les sujets et qu'est-ce qu'il y a derrière, derrière cette nuance du coup? C'est quoi ta réflexion? C'est un peu le cliché, tu sais, du jeune arrogant qui croit tout savoir, ce jeune prétentieux, «Oui, moi je suis meilleur que vous, vous êtes juste des merdes», voilà quoi. Le mec qui vient juste d'apprendre quelque chose et qui ne vit que par cette, vérité justement et en fait, avec le poids des années, les expériences, bah, c'est comme tu as dit, il y a eu cette remise en question. Par exemple, à l'époque, je partais sur, une pensée. J'en faisais vraiment une vérité générale, mais il se trouve que la vie est remplie de contradictions. Ça veut dire je pouvais dire par exemple, «Le capitalisme, c'est pas bien, c'est pas bien». Ouais, mais en fait, je vais m'acheter un appareil qui va me permettre de faire des vidéos pour diffuser ce message. Mais en fait, du coup, le capitalisme me sert, mais c'est contradictoire. En fait, à partir du moment où voilà, j'étais rempli de trop de contradictions, avec les années et encore une fois les expériences de la vie, les gifles que la vie a pu me mettre, ça m'a appris justement l'humilité. Et je pense que la clé est là, c'est juste, l'humilité de se dire à la fin: «J'en sais rien». C'est-à-dire que je vais me faire une idée, mais est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Et il y a le côté, tu sais, je crois que c'était Platon qui disait ça ou Socrate, je sais pas. Je sais que je ne sais rien en fait.
je crois savoir, mais non, j'en sais rien. C'est pour ça qu'à la fin, aujourd'hui, en tout cas, je me dis, je pense quelque chose, OK, c'est ma façon de voir les choses, mais je sais qu'il y aura des personnes, des situations qui vont me prouver que, en fait, ce que je pense, c'est pas la vérité. Donc, je peux avoir une pensée qui va aller dans un sens. Ouais, mais en fait, la vie est contradictoire. Du coup, ce qui va aller dans l'autre sens, est-ce que c'est faux? Est-ce que ça ne compte pas? À la fin, voilà, je me dis juste, «Ouais, j'en sais rien. Vis ta vie, les gens font leur vie et puis voilà, quoi». Et toi, tu essaies de trouver finalement Ouais, ta vérité à travers ça, quoi. ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Là, par exemple, tu sais, je suis en train de te parler, avec, cet appareil, je suis sur mon iPad. Apple, oh, ils vont, exploiter des jeunes, enfants pour, fabriquer leurs matériaux et cetera. Oh, c'est vrai que c'est quelque chose de mal, ouais, mais ça nous permet de communiquer. Encore une fois, ça me permet de faire mes vidéos, de diffuser mon message. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ouais, mais tu sais ce qu'ils font, j'en sais rien. C'est contradictoire, je le sais. À la fin, j'en sais rien. Donc si j'en sais rien, comment je peux donner une leçon pour dire: «Ouais, c'est comme ça et pas autrement»? Non. Il y a beaucoup de gens, qui font ce même constat que toi, je pense, mais qui se noient et qui n'acceptent pas de un se l'avouer et 2 le communiquer. Alors que toi, ça a été assez limpide. On a l'impression qu'à chaque fois que tu as une révélation, heu, sans ego, tu reviens dessus et tu peux: «Oh bah, en fait non, en fait je me suis trompé, ce que je vous ai dit hier, c'était une connerie et aujourd'hui, voilà peut-être une autre possibilité». Pourquoi est-ce que tu penses que les gens n'osent pas, assumer? Tu parlais totalement, par exemple, de des gens qui sont dans l'autonomie, qui finalement n'acceptent pas de parler des dérives de leur milieu ou de leurs pratiques et de ce qu'ils font off caméra pour pouvoir finalement auto-subvenir à leur truc. Et de la même façon, pourquoi est-ce qu'il y a plein de penseurs ou de coachs ou de ce que tu veux aujourd'hui qui prennent la parole sur YouTube, influenceurs et co, dans le paquet, qui à un moment donné sont incapables de faire ce travail que toi tu réussis à faire d'authenticité, de vérité et de dire: «Ah bah non, en fait, je me suis trompé». Bah, tu l'as utilisé le mot, c'est l'ego, tout simplement. On en revient toujours à l'ego et c'est l'image qu'on se crée de soi-même, de qui on pense être et cetera. Et du coup, cette image, on va la défendre et on pourra pas, dire des choses contre elle parce qu'on s'est tellement battu pour mettre une image en avant que les gens vont s'identifier à cette image, que nous aussi on va s'y attacher et on ne voudra pas la changer. Ça veut dire que si on va se placer sous un jour, les gens vont nous aimer sous cette apparence, pourquoi on voudrait changer? Et donc, c'est difficile aussi de se mentir à soi-même. Du coup, on va juste rester attaché à ce qu'on a montré aux autres. Alors que moi, j'ai toujours dit, ce que je dis, c'est propre à moi. Tu sais, c'est pas pour rien que ma chaîne, elle s'appelle Tony et ses pensées. C'est moi, c'est ma vie d'une manière générale. Et si je peux revenir sur ce que je peux dire, c'est parce que j'essaye au maximum de mettre mon ego de côté. Et ça, c'est pas facile. Parce que quand on te dit une vérité par rapport à toi qui est fondée, est-ce que tu acceptes ou pas? C'est pas pour rien que généralement, quand on se fait critiquer, c'est pas vraiment bienvenu. On va pas forcément accepter, etc. Mais le fait d'être ouvert à ce que les gens peuvent dire de nous, ce qu'ils pensent de nous, je pense que déjà ça peut mettre, cet ego justement de côté. Mais de soi-même, on doit être ouvert en fait à ce que les gens disent de nous, tu vois? Donc cette remise en question que je peux avoir, c'est parce que je suis ouvert en fait aux signes de la vie. Ça peut être à travers une personne, ça peut être à travers une remarque, ça peut être à travers une situation, un événement, mais je suis ouvert en fait à ce que la vie en général m'envoie. Du coup, il y a un peu ce retour de bâton où pendant des années, j'étais vraiment dans cette arrogance et vraiment, je le dis sans avoir honte, je méprisais vraiment les gens, tu vois. Il y a ce retour de bâton parce que dans la vie, il y a le karma, c'est bien fait. Au bout d'un moment, quand tu te crois péter plus haut que les autres, on te ramène sur terre. Et moi, en fait, ce retour sur terre m'a fait un, un choc qui fait que je te tiens ce discours aujourd'hui, en fait. Que à Mmh. la fin, en fait, je me suis trompé parce que je me suis vu trop beau.
Et encore une fois, il y a ce côté jeune arrogant. Quand j'ai commencé les vidéos, j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28, j'approche la trentaine. Si j'ai le même discours en 6 ans, ça veut dire que je n'ai rien appris en fait. Et Hmm. probablement, quand j'aurai un, deux, trois, peu importe le nombre d'années en plus, j'aurai encore une fois un autre discours. Et pour moi, en fait, l'apprentissage se fait comme ça. C'est-à-dire qu'en un an, je le réalise en regardant ma vie, en un an, on peut tellement changer, c'est incroyable en fait. Comment est-ce qu'on fait, ou toi, qu'est-ce que tu en penses, pour réussir à s'ouvrir à la critique de l'autre, rester solide sur ses appuis et sur son amour de soi et sur sa confiance en soi? Tu sais, ce jeu entre réussir à ne pas tomber dans l'ego extrême et devenir un gros connard, apprivoiser l'amour de soi et sa confiance en soi, et rester ouvert aux autres. Ça, c'est un triangle, c'est le triangle des Bermudes, j'ai l'impression. Tu te perds dans le truc. Ouais, bah après, c'est encore une fois toujours par rapport à l'ego en fait. Par rapport à l'ego et aux attaches. Tu sais, peut-être là, je vais utiliser des termes bouddhistes, etc. Le karma, etc. Mais en fait, il y a ce côté où si tu penses vraiment que tu es le seul qui a la réponse, c'est que tu t'es trompé, en fait. Donc, il y en a beaucoup, je le vois parce que, tu sais, les relations humaines, c'est un petit peu un miroir de soi-même. On se voit à travers les autres et je vois beaucoup de personnes qui sont ce que j'ai pu être. C'est-à-dire croire qu'ils ont la réponse à tout. Croire que les autres, non, ils sont dans l'illusion, dans le faux. Alors que non, en fait, à la fin, on croit juste chacun savoir un truc, mais à la fin, on sait rien, tu vois. Et je pense que les signes sont là, mais encore une fois, c'est d'abord par rapport à soi-même. Est-ce qu'on est capable de les voir? C'est-à-dire, on est tous confrontés à des personnes qui vont nous faire nous remettre en question, mais est-ce que nous, on a envie de se remettre en question? En fait, on en revient toujours à soi-même. Et si on n'est pas prêt à juste se poser des questions pour s'améliorer, bah forcément, on va encore une fois rester dans cette illusion de moi, je suis le meilleur, toi, t'es juste une merde. Avant de basculer sur une partie un petit peu plus dev perso, j'aimerais qu'on clôture un peu ce argent-travail avec une partie un peu sur YouTube, forcément, où sur YouTube, tu as expérimenté des choses. Donc, je te propose qu'on parle un peu de YouTube, du coaching, et qui est une possibilité évidente de la monétisation de ta chaîne que tu n'as pas exécuté et sur lequel tu as craché un peu de temps en temps. Je pense que c'est intéressant qu'on revienne là-dessus. Et puis après, on parlera de dev perso et de spiritualité. Du coup, YouTube, à un moment donné, ça commence à marcher pour toi, c'est-à-dire qu'il y a des vues, il y a de l'interaction, il y a des gens. Et donc, via l'idée de comment monétiser. Et donc, de façon complètement transparente, tu ouvres un Tipeee, je crois, je ne dis pas de conneries, où il y a un système de publicité où les gens je sais plus. Est-ce que tu craches sur le don ou est-ce que tu vas utiliser le don? Je suis plus sûr, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et la monétisation, et tu réfléchis à un moment donné de façon même ouverte à comment gagner de l'oseille avec ça et est-ce que je peux vraiment en vivre? Raconte-nous un peu, du coup, comment ça s'est passé. Alors, par rapport à la monétisation, je ne monétise pas mes vidéos parce que je veux pas mettre des pubs en fait sur mes vidéos. Mhm. Parce que, regarde, j'ai un message, on va dire, je veux que les gens, entre guillemets, consomment le moins, etc. On va dire, si je veux que les gens, je veux dire, ouais, il faut que vous mangez bien. Mais si juste avant ma vidéo, il y a une pub McDonald's KFC, ça le fout mal, tu vois. Bien C'est sûr. comme ça. Et ça, vu que c'est pas moi qui le contrôle, qui le maîtrise, je me dis non, vas-y, tu sais quoi, je vais faire ma vie simple, pas de pub. En plus de ça, moi-même, les pubs, ça m'énerve. J'ai mon adblock et quand il y a une pub et que je peux l'ignorer, je l'ignore. Du coup, je me vois pas moi-même faire une chose, mais dire aux autres de faire l'inverse de ce que je fais. Et du coup, je me dis, bon, tu sais quoi, je vais pas monétiser. Du coup, je vais cracher sur un petit peu d'argent. Mais pour le coup, tu vois, au début, tu avais dit, ouais, je pense pas que toi, tu penses faire du travail avec tes vidéos. Aujourd'hui, je le vois un petit peu comme du travail. Et si je peux gagner un petit peu d'argent, je vais pas refuser. Du coup, j'avais mis en place ce système de dons à travers Utip. Utip, là où les gens pouvaient regarder quelques secondes de pub, mais c'était vraiment par choix, là où la monétisation s'est imposée. Ouais.
J'ai pu gagner un petit peu d'argent sur Utip. Il y avait aussi des dons directs. Mais après ça aussi, je l'ai coupé. Je me suis mis sur Tipeee. Sur Tipeee, il y a le don aussi. C'est un don mensuel. C'est comme un abonnement. Et là, il y avait le côté où je me sentais vraiment redevable parce que les gens me donnaient de l'argent mensuellement. Et si je ne produisais pas de vidéos, je me sentais mal. Et en fait, le fait d'être dans cette position, j'aimais pas du tout en fait. Parce que pour moi, la partie créative, je la fais quand je veux en fait. Et quand tu me forces à créer, c'est pas vraiment ce qui va sortir de moi d'une manière authentique et sincère en fait. Du coup, ça aussi, je l'ai viré. Mais j'ai toujours un PayPal. J'ai toujours un PayPal pour les dons. Et je préfère avoir des dons là où voilà, les gens choisissent de le faire plutôt que de vendre quelque chose ou de si tu me donnes un peu d'argent, tu as un truc en plus. Parce que pour moi, en fait, il y a le côté où j'estime que ce que je fais, c'est pas le meilleur truc du monde. J'invente rien. C'est juste que je partage. Et en fait, mon partage ne vaut pas plus qu'un autre. C'est juste que si tu as envie de me soutenir, et si c'est une manière financière, bah, tu le fais. Juste pour moi, le fait de regarder ma vidéo, c'est déjà beaucoup. Si tu mets un pouce vers le haut, c'est beaucoup. Si tu partages, c'est beaucoup. Si tu en parles dans la vraie vie à une autre personne, c'est beaucoup. Du coup, il y a différents moyens de soutenir une personne. Mais c'est sûr que le fait de gagner de l'argent aujourd'hui à travers mes vidéos, je te le dis tout de suite, je suis beaucoup moins complexé qu'avant, tu vois. Parce que, tu sais, récemment, je me suis un peu lancé dans les micro-trottoirs. Pour le coup, les micro-trottoirs, c'est un taf. Je prends du temps, en sachant que j'appelle mon pote pour venir me filmer. Du coup, on va dire que si j'engage un caméraman, il faudrait que je le paye, etc. Mais tout ça, je le fais à mon échelle. Je prends du temps pour filmer, je prends du temps pour le déplacement, je prends du temps pour le montage. Là, pour le coup, les micro-trottoirs, je le prends vraiment comme un travail, alors que mes vidéos juste face cam comme ça, pour moi, c'est pas un travail. Mais il y a le côté où production, je prends du temps, montage, je le fais par plaisir aussi, mais si je peux gagner un petit peu d'argent, je dirais pas non. Mais j'ai pas envie d'en gagner en vendant quelque chose, en donnant un accès privé à un certain groupe de personnes. J'ai cette métaphore tout simplement de l'artiste de rue qui va jouer sa musique, il va mettre son chapeau au milieu, qui veut écouter, écoute, qui veut passer son chemin, passe son chemin, qui veut donner une pièce, donne une pièce, qui veut juste écouter et partir, voilà. Moi, c'est juste ça en fait, les vidéos. Je mets mon chapeau au milieu, qui veut donner, donne, si tu donnes pas, c'est pas grave. Moi, c'est pas en fait cet argent qui va m'empêcher de produire mes vidéos. Et pourquoi pas vendre quelque chose? Naturellement, sur ton chemin, à un moment donné, l'entrepreneuriat, le fait de parce que tu es déjà dans la création. Donc, le fait de créer, c'est pas le problème. Mais dans la monétisation, à un moment donné, c'est tiens, pourquoi pas vendre un produit ou un service? Tu en vois plein sur Internet, parce que dans tous les cas, ça a pété entre 2016 et 2017 de gens qui vendaient tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi sur YouTube. Quelle est ta vision par rapport à ça? Pourquoi tu décides de ne pas le faire et pourquoi encore aujourd'hui tu dis non, je ne vendrai pas un truc? Ah, alors là pour le coup, je suis encore aussi nuancé parce que je commence à réfléchir quand tu as passé le pas. Juste, je me pose des questions comme ça, je m'imagine des trucs. Il y a le côté où on en revient à cette expérience dans le temple, la vie de moine. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Je me sens vraiment comme un moine, mais qui vit en dehors de son temple. Ça veut Hmm. dire que j'ai vraiment besoin de peu de choses dans la vie. Et du coup, si j'ai besoin de peu de choses, j'ai besoin de peu dépenser, de pas beaucoup d'argent. En fait, le minimum. Mais ce minimum, en fait, c'est à moi d'aller le chercher. Alors qu'un moine dans son temple, ce minimum lui est fourni. Et si tu veux, en fait, aujourd'hui, si jamais je donne un, entre guillemets, enseignement, le moine le fait gratuitement, mais pas tout à fait, parce que son salaire, c'est la nourriture qu'il reçoit, c'est le toit, etc. Et aujourd'hui, je me dis que, bah, vu que c'est à moi d'aller le chercher, je dois monétiser d'une certaine manière ce que je peux faire. Et il y a toujours cette bataille interne entre, ouais, mais si je fais ça, ça ne me correspond pas, mais si je le fais, ça voudrait dire que, tu vois. Du coup, là, récemment, j'ai commencé à réfléchir sur le fait de peut-être, je sais pas, être coach ou peu importe tout ce qu'on peut voir sur Internet, tu vois. Mais je le ferai toujours à ma sauce, en fait. Il y a ce côté où je prends un modèle qui existe déjà, mais je vais le remixer à ma sauce parce qu'à la fin, en fait, je veux toujours avoir mon mot à dire. Donc aujourd'hui, je ne rejette plus le fait de devenir coach, sauf que si je suis coach,
on va dire que ce sera pas à travers des vidéos. Je veux pas faire une vidéo d'une manière générale et Et balancer ça ce sur sera YouTube. peut-être pas non plus en mettant l'étiquette de coach. Est-ce que l'étiquette t'a bloqué pendant longtemps? Est-ce que toi, toi qui t'émancipes beaucoup du regard des gens, pour autant, j'ai l'impression que, et ça a été mon cas aussi, hein, c'est pour ça que cette question, elle est pertinente pour moi, c'est enfin, typiquement le marché du coaching développement personnel, qui est une autre étiquette que tu voulais pas mettre. Euh, et c'est un peu tout et n'importe quoi. Il y a un peu tout le monde en autoprogrammé. On voit beaucoup de conneries, beaucoup de gens qui disent des choses intelligentes, beaucoup de gens qui disent beaucoup de conneries. C'est marrant que tu arrives à t'émanciper du regard des gens sur plein de trucs et en même temps là, ne pas vouloir te mettre l'étiquette et ne pas vouloir tu vois, te sentir inclus dans ce groupe-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est exactement ça, parce que en fait, aujourd'hui, on appelle un coach et coach, ce qui se fait, mais c'est tous les mêmes. Que ce soit des coachs en développement personnel, que ce soit des coachs sportifs, que ce soit des coachs en immobilier, et cetera, peu importe. Les gens font la même chose et je me dis: «J'ai pas envie d'être comme eux, en fait». Parce que je sais que moi, ce que je fais, mais c'est différent parce qu'en fait, il y a pas cet appât du gain, il y a pas ce côté où, je vais te vendre quelque chose, tu vois? Je le fais vraiment de bon cœur et du coup, si je commence à passer de l'autre côté, je veux pas faire comme les autres. Mais encore une fois, ça veut pas dire que ce qu'ils font n'apporte pas de la valeur pour les personnes qui les accompagnent, tu vois? Mhm. Maintenant, il y a le côté où, à la fin, je vais toujours faire à ma sauce. Parce qu'en fait, si tu veux, dans la niche du développement personnel, franchement, tu regardes un coach, tu connais les 10 autres suivants. Parce qu'ils sont pareils, ils disent les mêmes choses, ils ont les mêmes citations, ils ont les mêmes techniques de vente. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai pensé à faire ça, moi, vendre des formations. Du coup, je me suis intéressé à ce que les gens font. C'est là où j'ai vu qu'ils étaient tous pareils et ça ne me correspondait pas. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, en fait, j'ai toujours refusé. Parce qu'en fait, si c'est ça qui marche, je me dis que non, je préfère avoir entre guillemets un travail honnête que faire un truc où je sais qu'à la fin, ça me ressemble pas en fait. Est-ce que, en considérant, et je reprends les questions que tu viens de donner, en passant de l'autre côté, rien que le fait de considérer qu'il y a un autre côté, est-ce que tu te mets pas des bâtons dans les roues? Est-ce qu'on se met pas des bâtons dans les roues? Parce que j'ai eu énormément de, tu vois, aujourd'hui, par exemple, je peux me présenter avec plein de casquettes différentes, notamment celle de l'e-commerçant ou du dropshipper, qu'avant, je n'aurais surtout pas utilisé. Parce que pour moi, les dropshippers, c'était des handicapés qui ne savaient pas faire de business. Et j'avais énormément de mal à mettre ce truc sur mon front. J'ai énormément de mal à dire que je suis coach, alors que dans les faits, pour le coup, ce que je fais avec beaucoup de gens, c'est du coaching. Mais je ne veux pas mettre l'étiquette sur mon front pour ne pas être représenté ABC. Et finalement, est-ce que c'était pas moi-même qui avait peur de me juger, moi, au fait de m'inclure dans ce groupe? Ouais, il y a de ça aussi, hein, parce que encore une fois, c'est d'abord l'image que l'on a de soi-même, et après à partir de là, on va écouter les autres par rapport à ce qu'ils nous disent. Mais en vrai, tu sais, à la fin, même si je dis qu'ils sont tous pareils, il y a aussi le côté où je me dis, mais en fait, chacun lutte pour avoir une belle vie. Hmm. Chacun doit payer ses factures, chacun a ses problèmes, ses difficultés, voilà quoi. Et donc à la fin, même si le mec c'est un coach, encore une fois, comme j'ai pu le dire, ça ne veut pas dire qu'il apporte pas de valeur pour les personnes qui l'accompagnent. Donc, donc c'est pour ça que j'exclus pas de le faire là aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, c'est de quelle manière je le ferai. Je me renseigne Hmm. parce que voilà, je, je me renseigne sur un petit peu comment gagner du fric tout en gardant mes valeurs en fait. Parce Bien qu'à la sûr. fin, je me dis que bon, tu sais quoi, la vie, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est un mélange de tout. C'est pas parce que tu fais une chose que tu vas couiller des gens, que tu seras, voilà. Parce que comme tu as dit, tu avais une image des dropshippers, aujourd'hui tu le fais, ton avis a évolué, etc. Mais voilà. Mais bon, ça, à la fin, en fait, comme j'ai pu te dire, hein, chacun fait ce qu'il fait, ce qu'il veut. Et je vais pas juger, en fait, parce que on a tous nos problèmes, hein. Bientôt, Tony en Lamborghini sur YouTube, quand tu es là-dessus. Euh, moi, ce qui était vraiment fou pour moi, et pourquoi est-ce que je ne comprenais pas que tu ne bascules pas sur ce levier de l'entrepreneuriat et de fait de vendre des choses, peu importe quoi, produits, services, peu importe. Euh,
c'était de me dire, tu vas passer ton temps à faire un job en plus où, avant ce job-là, c'était vraiment une espèce de corvée, alors qu'il y a des gens qui ont besoin de toi, en fait. Il y a des gens qui ont besoin de ce que tu fais. Il y a des gens qui potentiellement, tu pourrais vraiment les aider, vraiment apporter quelque chose à ce monde, entre guillemets, et tu pourrais être rémunéré pour ça. Et tu préfères faire n'importe quoi d'autre, tu vois, plutôt que de crafter ton art, entre guillemets. Et ça, c'est aussi un débat que j'ai avec moi-même, parce que typiquement, je pense que j'ai quelque chose à apporter et je passe mon temps à faire du business qui n'a rien à voir avec ce que j'ai à apporter pour gagner plus, payer ma vie, gagner ma vie, etc., etc. Et donc, comment est-ce que tu peux accepter ou comment est-ce que tu as pu accepter de faire un job, entre guillemets, lambda, plutôt que d'entreprendre? Tu sais, moi, je pense toujours que quand on prend une décision, il y a toujours une balance. Qu'est-ce qui était aussi négatif dans la balance de l'entrepreneuriat? Tu avais l'impression de vendre ton âme, c'est ça? Tu avais l'impression de faire quelque chose de mal, d'utiliser des techniques qui sont mauvaises. À quel point c'était pas en accord avec tes valeurs pour que tu puisses prendre un job de merde qui ne l'était pas non plus? En fait, il y a ce côté où, si tu regardes la souffrance des gens me touche parce que moi-même, je peux connaître, en fait, une certaine forme de souffrance Mmh. et je me dis que le fait de devoir payer quelqu'un pour qu'il te soigne, ça rentre pas, en fait, dans comment je vois les choses. Si tu Mmh. veux, j métaphoriquement, j'ai la main tendue, mais j'ai la main tendue parce que je peux compatir par rapport à cette souffrance. Mmh. Mais je ne veux pas avoir cette main tendue conditionnée par l'argent qu'on peut m'offrir, Mmh. tu vois? Et du coup, pour moi, en fait, si je peux dire une parole qui va vraiment apporter quelque chose à quelqu'un, je le fais de bon cœur. Mais je ne veux pas dire une parole parce qu'on m'a payé telle ou telle somme. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, la barrière se situe encore à ce niveau-là. Parce que si tu me payes pour que, entre guillemets, je te soigne, j'ai intérêt déjà à te soigner parce que tu m'as payé. Et si je te soigne, est-ce que c'est à la hauteur de la somme que tu m'as donnée? C'est-à-dire, imaginons, De la valeur à échanger. tu prends des. Il y a des coachings sur Internet, on va dire c'est 60 € la séance. Imaginons, il y a un mec qui va me payer 60 € la séance d'une heure. Si je veux lui dire une chose qui ne va rien lui apporter en une heure, moi je vais être là, putain, il m'a payé, il m'a écouté, mais à la fin, j'ai rien donné. Tu vois? Et du coup, il y a ce côté où ça me dédouane un peu le fait de rendre ça gratos. C'est-à-dire, j'ai donné Bien un truc, sûr. tu prends pas, c'est pas mon problème. Moi, j'ai donné. Tu vois? Parce Et que est-ce que finalement, dans tous les cas, est-ce que c'est pas un cheminement? C'est-à-dire peut-être que tu vas dire quelque chose à quelqu'un à un instant T, peut-être qu'il ne se passera rien, peut-être que ça aura un effet dans 3 semaines. Et dans tous les cas, c'est la personne qui choisit avec son libre arbitre, dans tous les cas, de payer. Et à partir de là, est-ce que le job n'est pas fait? Je ne sais pas. aussi, bah, au moment où je te parlais, je pensais aussi à ça. Peut-être que je vais dire une chose à l'instant, ça va mûrir dans 1 ou 2 ans. Mais après, tu sais, c'est vrai qu'il y a ce côté où je sens que, et on me l'a dit plusieurs fois, j'ai un côté psy. Les gens me parlent de leurs problèmes et je le ressens vraiment où j'ai cette impression que j'arrive à extraire un petit peu de leur souffrance parce que je les ai écoutés, parce que j'ai pu dire une chose qui leur a apporté. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, je suis allé voir un psy, ça m'a rien apporté. Le mec, il m'écoutait pas, le mec, j'ai pas accroché, mais ils ont payé 60 balles. Tu vois. Ils Bien ont payé sûr. 60 balles et ils sont partis voir des professionnels diplômés, certifiés, qui n'ont rien apporté. Alors que moi, je fais ça entre guillemets au noir et j'y arrive, tu vois. Donc il y a ce côté où je me dis, ouais, peut-être que je, je peux gagner un petit peu de thunes par rapport à ça, mais encore une fois, par rapport à comment je vois les choses, ça se trouve, une séance de psy, je sais pas, c'est peut-être 60 € ou plus, bah moi je me dis, vas-y, tu sais quoi, je te prends 20 balles. J'en sais rien en fait. Je réfléchis, en fait, je suis toujours en phase de réflexion par rapport à ça. Je n'exclus pas. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que quand même, tu as le besoin d'underprice. C'est-à-dire que si un psy c'est 60, moi je vais faire 20. Pourquoi? Est-ce que si un psy est 60, en fait, il faudrait que tu puisses avoir la même réaction de dire si un psy c'est 60, moi je fais 120.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, c'est le côté entrepreneur. Après, je me dis aussi, C'est pas le ah, côté entrepreneur, c'est le côté de dire si le si le côté, si la valeur euro, on doit la décorréler, si la valeur soin, on doit décorréler de la valeur euro, et si on doit essayer de le faire uniquement par cette envie de faire et ce truc d'être une espèce de canal pour soigner, aider, communiquer, partager, alors du coup, si tu es capable de underprice, tu dois être capable d'overprice aussi. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Après, aussi, il y a le côté, là, on rentre dans la philosophie. Heu, Quand je regarde les bonhommes de la philosophie, il y a le côté où il y a un peu cette séparation avec ce confort matériel. C'est-à-dire, hem, je vais plus privilégier la richesse de l'âme plutôt que la richesse matérielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je m'en bats les couilles un peu de l'argent. En fait, si tu veux, j'ai le minimum, ça me suffit et du coup Je suis d'accord avec toi et en même temps, tu as toute cette vague aussi, des grands philosophes, qui ont été, des grands empereurs, qui ont été des politiques très connus à l'époque des Grecs et cetera. Je pense à la philosophie stoïque notamment, où les mecs, étaient quand même dans l'opulence et c'est aussi l'opulence qui les a amenés à un moment donné à se poser des questions et à remettre en question tout ce qu'ils ont ou tout ce qu'ils font, tu vois? ouais, carrément. En plus, si tu veux, j'ai pour modèle, Marc Aurèle. Marc Mmh Aurèle, mh. un empereur qui est foulé cette terre. Et voilà, on en revient toujours à putain, tout est contradictoire, hein. Tu des philosophes qui étaient riches, t'as des philosophes qui étaient pauvres. Où est-ce que moi je me situe maintenant? Donc, c'est pour ça que j'exclus pas le fait de pouvoir «monétiser» entre guillemets mon travail. C'est juste de quelle manière, tu vois? Parce que là, tu vas me Mmh. dire: «Ouais, tu peux faire ça à 120». Moi, directement dans ma tête, je me dis: «Putain, 120, c'est cher quand même, hein». Ouais, mais dans tous les cas, cher par rapport à quoi? Après, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup de mais tout ça, c'est de la philosophie. Je pense que c'est en fait, ce que j'aimerais, te transmettre à travers ça, c'est cette idée de ton prix, fais-le par rapport à ta philosophie et pas par rapport au marché. C'est-à-dire que si le médecin, il fait 60, on s'en fout. Toi, tu dois le faire par rapport à ce que tu vis et ce que tu ressens et à comment tu vois les choses et peu importe que ce soit cher ou pas cher. J'ai rencontré quelqu'un, qui est dans le magnétisme, qui était persuadé d'avoir, la mission de sauver le monde, machin, de transmettre ses dons et de réveiller un maximum de gens à ses talents naturels et à éveiller des gens sur tout ce qui est naturopathie, magnétisme et cetera. Et elle vendait cher. Elle priçait cher, cette truc. Et donc au début, la meuf, je la connais pas trop, je dis: «Ouais, essaye de me la mettre, quoi», tu vois? C'est une meuf qui arrive avec plein de bonnes intentions, mais elle faisait déjà 10 000 à 20 000 € par mois, quoi. Chargée de bonnes intentions, mais chargée de gros marketing, tu vois? Et au début, ouais, pour moi, je vois ça comme une contradiction. Je me dis: «Il y a un truc pas net» et et elle continue à grossir, à grossir, à grossir et elle est persuadée d'avoir ce truc où non, non, il faut faire 3, 4, 5 millions, il faut acheter des terrains, il faut construire des maisons, il faut rendre aux gens qui ont besoin. Et moi, je dis: «Ouais, c'est comme les grosses boîtes, quoi. C'est des beaux discours et dans les faits, tu es en train de te mettre bien», tu vois? Et aujourd'hui, je pense qu'il y a pas de réponse, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas si foncièrement, cette femme a ce besoin de gagner de l'argent et de s'enrichir ou si vraiment elle est persuadée qu'elle a une mission et que tout l'argent qu'elle gagne, elle va le réinvestir dans le fait de donner ou de partager ou de créer, tu vois? J'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a un juste milieu. Je ne sais pas s'il y a, une espèce de justice ou une façon de bien faire les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Par contre, ce qui est sûr et certain, et aujourd'hui, ça je le pense vraiment, c'est que c'est pas avec rien que tu peux faire des grandes choses. Je pense vraiment que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a besoin de ressources, que ce soit pour aider, pour créer, pour vivre, pour subvenir à ses besoins primaires, comme tu le disais si bien. Et que typiquement, si toi, tu es capable d'être le meilleur psychologue sur la planète, eh ben, trouvons le moyen
de te donner les meilleures ressources pour le devenir et pour le proliférer, tu vois. Typiquement, il y a un truc, moi, qui m'avait vraiment impacté, c'était demain, tu écris le meilleur bouquin du monde qui est capable de soigner la dépression dans le monde, capable de soigner l'obésité, je sais rien. Bah, tu as envie d'avoir le budget marketing nécessaire pour pouvoir le vendre et en offrir des palettes dans les continents, dans les pays où il y a pas de thunes, tu vois. Et pour faire ça, il faut de la thune. Mmh. Tu vois ce Ouais, que je bah, veux c'est dire? sûr. C'est sûr, en fait, il faut toujours des ressources pour, te donner les moyens. Parce que si tu veux, il y a peut-être que certains philosophes, où ils se concentraient pas sur, le marketing, sur le commerce de leur travail, mais en fait, ils avaient pas besoin parce qu'à côté, ils étaient soutenus par des mécènes, par, des rois et cetera, pour leur permettre d'avoir du temps nécessaire pour philosopher. C'est pour ça qu'en fait, moi, je me dis que s'il y a personne pour m'aider, bah, en fait, c'est à moi d'aller chercher ces ressources pour pouvoir continuer de faire ce que je fais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis pas non, en fait, quant au fait de monétiser «mon travail» entre guillemets, tu vois? Là où pendant Je des années, j'ai refusé catégoriquement. Ça va être très, très drôle, cette phase d'entrepreneuriat, Tony et ses pensées, je crois. Ça va être des beaux trucs à suivre. Des beaux trucs à suivre. Mais moi, je suis assez persuadé que du jour au lendemain, tu vas être complètement indépendant. C'est évident, évident. Enfin, pour moi, tu as toujours pu le faire, en fait. Je te suis, je sais pas, peut-être depuis 2017-2018, tu vois. Tu as toujours eu la communauté te permettant d'être indépendant. En faisant un truc clean, en faisant un truc en accord avec tes valeurs, en faisant un truc où tu n'as pas l'association d'être une pute et de demander de l'argent pour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, carrément, carrément. Je suis sûr que tu vas le trouver. Et derrière, Tony en Rolex sur YouTube. Ça arrive très bientôt. Restez connectés. Euh, allez, parlons un petit peu du coup de relations hommes-femmes. Tu parles de Parfait. sexe, tu parles de masturbation, tu parles d'envie, tu parles de plein de choses durant toutes ces années. Pendant longtemps, tu partageais le fait que tu étais vierge, assez vieux, machin, etc. Je ne sais même pas si ça a été updaté d'ailleurs, on va avoir des excuses. Euh, Qu'en est-il et qu'est-ce qui t'a amené à partager avec autant de transparence sur ces sujets-là? Alors je m'en souviens, en fait, quand j'avais commencé les vidéos, j'étais un petit peu, tu sais, le donneur de leçons. C'est comme ça, c'est ceci, tu penses que voilà quoi. Mais jamais je parlais de moi. Et en fait, je me suis fait la réflexion, je me suis dit que peut-être que les gens aussi, ils écoutent le message, mais ils le comprendraient mieux s'ils apprenaient à connaître le messager. Mhm. Du coup, j'ai commencé à parler un petit peu plus de moi, et cetera. Et il y a toujours ce côté où, encore une fois, la sincérité. J'ai besoin d'être vrai. J'ai besoin de dire, des choses qui sont propres à moi-même et ne pas m'inventer de vie. Et du coup, le côté où j'étais puceau jusqu'à 25 ans, il fallait que ça sorte. Et je m'en souviens, en fait, le jour où j'avais sorti cette vidéo, où je l'avais annoncé, j'en avais encore 23, je crois. Mais avant ça, j'étais dans la réflexion. Je le dis ou pas? Non, j'avoue, c'est chaud. Oh, la honte. Oh, vas-y, je le dis pas. Non, c'est chaud. Après, au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi? Je m'en bats les couilles. Et en fait, ma vie peut s'y résumer à cette philosophie. Je m'en bats les couilles. Du coup, je le fais. Et petit à petit, j'ai commencé à dire des trucs de plus en plus personnels, peut-être de plus en plus fous. Et en fait, pour moi, en fait, c'est un petit peu la signature de ma chaîne, la marque de ma chaîne. C'est que je reste moi-même. Je vais dire certaines choses. Pour certains, ce sera incroyable parce qu'ils gardent ça pour eux-mêmes. Ça peut être la virginité, ça peut être la masturbation, autre chose. Mais moi, je vais en parler ouvertement, en fait. Qu'est-ce que tu as appris justement un peu? Quelles ont été les grandes prises de conscience sur relation homme-femme en 2022 quand on est un homme de 30 ans? Bah, que c'est extrêmement compliqué, que c'est vraiment beaucoup de prise de tête et je suis en train de réfléchir, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a sûrement des évolutions, tu vois? Quant au fait que ce soit Hmm. difficile aujourd'hui, est-ce qu'avant c'était plus facile? J'en sais rien. Mais si tu veux, ma vision globale de la relation avec, les femmes, j'ai vraiment cette impression, pour, citer Schopenhauer, que
l'amour, le désir, et cetera, c'est juste une ruse de la vie pour nous pousser à la procréation. Et en fait, quand j'observe le cheminement de plusieurs couples, ça je tends vraiment vers cette idée-là, que le désir envers une personne, c'est juste, un subterfuge de la vie, de la nature pour nous pousser juste à procréer. La nature elle-même complotiste dans son fonctionnement, c'est magnifique. Euh, et comment est-ce qu'on fait, surtout à 30 piges, même avec ce besoin de vérité, euh, pour être puceau dans une société où il y a du cul partout? Est-ce que c'est justement ce rejet de cette société qui faisait de toi pratiquement un être charnel et un ange sur terre et qui renforçait finalement tes croyances sur le fait que tu étais différent et que tu voulais pas tomber de ces bassesses populaires? Bah, en fait, si tu veux, pendant très longtemps, j'ai suivi la voie encore une fois, du moine qui essaie de rester loin de tout ça, de tous ces appels. Mais en fait, il y a le côté où, je suis une voie, mais il y a quand même ma nature d'homme qui ressurgit. Donc, je pense une chose, mais mon corps même me dit autre chose. Et du coup, il y avait cette bataille, cette contradiction. Et j'essayais un peu de me mentir à moi-même, hein, je te mens pas. J'essaie de me persuader que non, j'en ai pas besoin. Mais si, en fait, le corps en a besoin. On est appelé à ça, tu vois. Donc, après, il y a le côté où, encore une fois, quand tu es toujours exposé à, à tous ces appels, virtuellement ou dans la vraie vie, au bout d'un moment, on peut pas tenir, tu vois. Il y a la nature de l'homme qui fait que on aura beau se cacher derrière des grands discours, la réalité est autre. Donc, le monde aujourd'hui tel qu'il est, hyper sexualisé, celui qui te dit non, moi je m'en fous des filles, c'est un gros menteur en fait. Aujourd'hui, du coup, est-ce que tu imagines être, j'aime pas trop ce terme, mais l'idée de rentrer dans une espèce de société de consommation vis-à-vis des relations, ou en tout cas, comment est-ce que tu appréhendes ça? Est-ce que tu te dis, voilà, je vais essayer d'avoir, est-ce que tu as une gonzesse fixe ou est-ce que tu te dis, je vais essayer d'avoir des gonzesses? Est-ce que tu vas. Aujourd'hui, on vit quand même dans une société de consommation au niveau des relations qui est assez impressionnante. Je pense que même en étant un peu conscient, c'est dur de passer à côté. Euh, c'est quoi ta vision? L'idéal, hein, l'idéal, ce que je pense, c'est comme pour beaucoup, on aimerait tous trouver une personne avec qui on peut vibrer dans tous les sens du terme, que ce soit spirituellement, intellectuellement, émotionnellement. Euh, Ça, ce serait l'idéal. Et moi-même, tu vois, je me dis que j'aimerais bien, si c'est possible, si elle existe. Après, voilà, il y a le côté où, comme tu l'as dit, on vit dans une société de consommation. Aujourd'hui, on ne se laisse plus la place pour construire quelque chose et pour l'améliorer. Donc, je me dis aussi, il y a le côté où, OK, il y a une tendance. Donc, moi, ce que j'aimerais, ce serait vraiment, on va dire, construire quelque chose de fort qui irait à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui. Et on va dire que ça, c'est l'idéal. Il y a comme, encore une fois, le côté où je pense, comme ce que j'ai pu te dire juste avant, que le désir, l'amour, et cetera, c'est juste un subterfuge de la vie. Je suis partagé. C'est pour ça que, tu sais, aujourd'hui, je suis plus vraiment dans cette imagination, dans cette théorie de ouais, peut-être que c'est comme ça. Je me dis, tu sais quoi, si un jour tu rencontres une meuf, tu verras. Et puis voilà. Plus la pratique aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouvert à la rencontre et quand on fait de rentrer en relation avec une meuf, alors qu'il y a quelques temps, j'étais là, ouais, mais non, ça va se passer comme ça, c'est sûr que c'est comme ça. Je pense que, allez, on verra. Mais maintenant, la réalité est quand même compliquée parce que, comme tu l'as dit, société de consommation, on ne se laisse plus le temps de se connaître, de construire quelque chose, tu vois. Tony bientôt sur Tinder? Non, Tinder, non, je peux pas, je peux pas. J'ai testé, tu sais, différents sites de rencontres. Après, si tu veux, j'ai des phases. Il y a des moments où je vais installer un site, peu importe lequel, je vais rester pendant une semaine pour voir comment ça se fait, et après, je vais supprimer. Et je vais revenir peut-être plusieurs mois après, plusieurs années après.
Ou sinon, voilà, je sais pas, on verra. Mais peut-être qu'aujourd'hui, comme je suis ouvert, on va dire, à une rencontre, peut-être que j'attirerai vers moi aussi. Bien De quelle sûr. manière, je ne sais pas, peut-être virtuel, peut-être dans la vraie vie, mais on verra ça, tu vois. En tout cas, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, tu vois. Eh bien, on verra bientôt Tony le séducteur sur les réseaux. Qu'est-ce que tu as appris, compris de ce que c'est que la spiritualité? Parce que pour le coup, tu l'as un peu exploré. Tu l'as dit au début, tu viens d'une culture asiatique. Bon, dans tous les cas, pour tous ceux qui sont avec moi en podcast, vous ne l'avez pas vu. Pour les autres, vous l'avez vu. Euh, du coup, si je ne dis pas de bêtises, bouddhisme, Ouais. qui était partie de ta culture et de ton éducation. Tu as grandi en France, donc relique, catholique, un peu crade, et comment on appelle ça? Un pays athée, quoi, qui est né un peu finalement presque sans visage, moi j'ai envie de dire. En tout cas, c'est la France dans laquelle moi j'ai grandi. Euh, Tes différentes recherches, tes lectures, ta visite des temples et co. Tu es allé faire aussi séjour en Amérique latine, si je ne dis pas de bêtises. Où du coup, là, c'est plus, c'est pas du catholicisme, c'est des chrétiens, mais c'est encore d'autres mouvements, d'autres vagues. Bref, spiritualité, dis-nous tout. Bah, en fait, je pourrais juste résumer avec une simple phrase, c'est que là où pendant très longtemps, des années, hein, j'ai pu dissocier, différencier la spiritualité et la matérialité. Aujourd'hui, je me dis juste que le spirituel et le matériel, c'est la même chose en fait. Ça ne fait qu'un. Et Ah, là, tu as droppé une bombe, là, quand même, hein. ouais, ouais, bah, je sais, parce que bon, en plus, c'est une vidéo que je prépare aussi. C'est que avant, j'étais vraiment porté, non, ça c'est spirituel, c'est spirituel. Et tout ce qui était matériel, je le rejetais. Alors que c'est les deux faces d'une même pièce en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, si tu veux, aujourd'hui, c'est pour ça que je me concentre un petit peu plus sur le concret, le matériel. C'est parce que pour moi, c'est à l'image même du spirituel. Et tout est lié en fait. C'est quoi Donc, ta définition de la spiritualité? c'est le monde intangible, le monde immatériel, ce qu'on ne voit pas avec les cinq sens, ce qu'on ne ressent pas, ce qu'on ne peut toucher, etc. Tu vois. Tout simplement. Je te donne un exemple. Tu t'entends bien avec une personne. Qu'est-ce qui fait que tu t'entends bien avec elle? C'est peut-être parce que tu aimes certaines choses chez elle que tu ne peux toucher, que tu ne peux voir, que tu ne peux sentir. Son honnêteté, tu vois, certaines choses, ses vibrations en fait. Mhm. Et pour moi, c'est ça le spirituel. De la même manière que pour une autre personne que tu vas peut-être détester, il y a quelque chose en elle qui va te repousser. Peut-être même déjà sans lui parler, tu vas ressentir quelque chose. Vous n'êtes pas vraiment en phase. Hmm. Ça, c'est quelque chose de spirituel qui se matérialise à travers deux personnes, toi et l'autre. Pourquoi est-ce que les gens se perdent dans la spiritualité selon toi? Alors, se perdre dans la spiritualité, l'ego, encore une fois. Il y a l'ego, le fait de se dissocier en fait du grand tout. Je te prends un exemple, c'est pour moi en fait tout ce qui est conscience, on va dire, tout ce qui fait nous, c'est ce qui est immatériel en fait. Tu vois, Mhm. là, dans le monde matériel, il y a différents, il y a des différences, il y a des individualités. Alors que quand on va mourir, euh, ce qui nous relie va retourner au même point. Si tu veux, pour moi, en fait, pour te donner une image, c'est comme si on était une goutte d'eau. On va prendre conscience qu'on est une goutte d'eau, donc on va se différencier par rapport à une autre goutte d'eau, mais à la fin, on fait partie du même océan. Donc là, sous cette enveloppe corporelle, toi, tu es Enzo, moi, je suis Tony, un tel et voilà quoi. On est différents. Dans le matériel, on est différents. Mais si tu veux, dans un monde spirituel qu'on ne peut toucher, voir, sentir, peu importe, on va retourner au même endroit en fait. C'est ce que je Euh, pense. Après, les gens, voilà, peut-être ils vont me prendre pour un fou. Très bien. Et justement, spiritualité et religion, comment est-ce que tu les différencies, dissocies et quelle est ta vision sur les religions? Pour moi, en fait, dans la religion, il y a
Il y a une grande part de spiritualité, sauf que c'est limité par les dogmes. Et Mhm. le côté où si tu fais ça, tu n'auras pas ça, si tu fais ça, tu auras ça, tu seras récompensé avec le paradis. Et le côté définitif, j'ai l'impression, si tu vas en enfer, voilà quoi, il n'y a pas de seconde chance, on dirait. Il y a un côté où il y a une base spirituelle pour les religieux, mais qui est limitée par des croyances. Et les croyances, justement, c'est changeant. C'est propre à l'homme, c'est en fonction de comment tu es à l'instant. Dans un an, ça se trouve, tu vas penser, croire une autre chose. Alors que cette base spirituelle, la vision de la mort, comment traiter les autres avec respect, amour, bienveillance, ça ne change pas, tu vois. Et j'aime beaucoup, en fait, cette base spirituelle chez les religieux que peut-être tu ne pourras pas retrouver chez quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à ça, qui se désintéresse des religions, tu vois, peut-être un athée, ou, Mhm. voilà. Mais en tout cas, il y a un côté où je sais que si je parlais avec quelqu'un de religieux, peu importe sa religion, hein, je sais que je pourrais parler de la mort ouvertement, quoi. Et est-ce que du coup, tu penses que la religion est quelque chose de positif, de négatif? Est-ce que le fait qu'on soit un pays athée, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de positif ou négatif? Bon, après, si tu veux, je pense que pour beaucoup de choses, c'est neutre, et c'est comment on voit les choses qui la rend positive ou négative. D'une manière générale, je pense que ce soit en France ou d'une manière globale à l'échelle de l'humanité, le niveau spirituel est très bas, ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, en fait, qu'il y a beaucoup de souffrance, que les gens sont perdus, que les gens veulent dominer l'autre, que voilà, ceci, cela. Et que même au niveau individuel, on retrouve beaucoup de personnes qui se posent des questions existentielles, en fait. C'est parce que au niveau de la connaissance de soi, bah justement, on ne se connaît pas. Et c'est ce qui fait que on va se divertir avec des séries, on va se tuer petit à petit avec des substances, qu'on va se, on va juste oublier en fait d'où l'on vient, qui on est. Et cette base spirituelle, certains vont l'appeler Dieu, certains vont l'appeler l'univers, peu importe en fait le mot que l'on va mettre dessus, tant que on n'aura pas accès en fait à cette partie-là de nous-mêmes, qui est, pour moi, j'insiste parce que je pense vraiment que c'est ça, qui est en nous, tant qu'on sera vraiment éloigné de nous-mêmes, on sera perdu en fait. Donc la Dieu est religion, en nous, du coup? pour moi, ouais, mais je te dirais même plus loin, Dieu, c'est moi, Dieu, c'est toi, tu vois. Peu importe en fait le mot qu'on utilise, en fait, à partir du moment où on nomme une chose, on la limite. Et pour en revenir à ta question, est-ce que la religion c'est bien, c'est positif, c'est mal? Ça peut être bon dans certains aspects, là où ça donne un accès à la spiritualité, ça peut être un mal, là où ça va nous différencier, dans le sens où, ouais, lui c'est un musulman, lui c'est un chrétien, lui c'est un juif. Et voilà, on va en revenir à cet historique par rapport aux croisades, quelle religion est dominante, peu importe toi, cette différence, ça c'est peut-être mal, tu vois. C'est anti-spirituel, pratiquement. Euh, Les guerres, les guerres de religion qui existent depuis la nuit des temps, qui séparent les êtres humains et la guerre même qui sépare idéologiquement, spirituellement la France, c'est de la merde. Et je pense que c'est anti-spirituel, vu que le spirituel, c'est la conscience du grand tout, si on garde ta définition. ouais, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Parce qu'on va Moi, je nous pense que éloigner. la religion, c'est de la spiritualité marketée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un peu, ouais, parce que t'as l'impression que si tu fais partie d'un courant, t'es bien vu. Tu sais, on va t'accueillir, waouh, c'est bien, tout ça. Alors que, tu sais, il y a beaucoup de personnes, c'est grave marrant. Il y a beaucoup de musulmans qui m'ont dit, waouh, toi, en fait, t'es un musulman, mais tu ne sais pas. Un jour, tu vas te convertir, j'en suis sûr. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de chrétiens qui m'ont dit, ah, moi, toi, en fait, t'es un chrétien. Ce que tu dis, c'est dans la Bible. Je pense que tu devrais jeter un œil dessus. Mais en fait, moi, je me dis, mais je m'en fous parce que je sais que le message de fond est le même pour tous. Parce que ce message, j'ai pu le voir dans des courants philosophiques comme le stoïcisme, comme le bouddhisme, dans des religions comme l'islam ou le christianisme. Peu importe en fait quel mot on donne, comment on le définit,
le fond est le même. Traite les gens avec bienveillance et amour. C'est tout. Eh bien, c'est beau, cette petite parenthèse sur la religion. Mais écoute, je pense qu'on va pouvoir tranquillement clôturer en parlant de développement personnel. Finalement, cette recherche de soi qui t'amène à la spiritualité, eh bien, c'est du développement personnel. Alors, c'est une étiquette qui ne te plaît toujours pas. Pourquoi? Alors pour moi, en fait, le développement personnel, c'est la première porte d'entrée vers la philosophie, vers l'ésotérisme, vers la spiritualité de manière générale. Ouais. Il y a le côté où le développement personnel, c'est beaucoup marketé et tu peux lire un livre de développement personnel, c'est pareil, pour les 10 autres, c'est la même chose, hein. Et c'est pour ça aussi que les coachs en développement personnel, pour moi, c'est juste des personnes qui vont, entre guillemets, profiter de la faiblesse d'une autre. Tu prends quelqu'un qui est perdu, tu vas lui dire quelque chose, mais en fait, c'est la même. Il y aura 10 coachs qui vont dire la même chose. Et c'est ce que j'ai remarqué, en fait, parce que le moment où je me suis intéressé au développement personnel, c'est le moment où j'étais le plus perdu dans ma vie, en fait. C'est quand je venais d'arrêter Mmh. les. Donc j'avais besoin de paroles réconfortantes que j'ai pu trouver dans le développement personnel. Mais une fois que ça allait mieux dans ma vie, bah là, j'ai mis ça de côté, en fait, et je me suis intéressé un peu plus à la philosophie. Donc, je te dirais que le développement personnel, c'est de la philosophie pour les faibles. C'est une belle punchline. C'est une belle punchline pour clôturer cette interview. Tony, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit mot, un sentiment, une émotion pour clôturer ce partage? Bah, alors, déjà, merci à toi pour cette invitation parce que tu sais, quand tu m'as proposé ça, comme je te l'ai dit, on vient de deux branches, on va dire, différentes. Moi, ça m'a Mhm. étonné, mais c'est justement ça qui m'a fait vouloir parler avec toi. Donc, déjà, merci à toi. Et bah, comme d'habitude, comme je dis dans toutes mes vidéos, j'ai trop de choses à dire, je ne peux pas tout dire. Et là, c'est la même chose. Mais en tout cas, pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, bah, merci. Et encore une fois, merci à toi, Enzo. Alors, du coup, si vous êtes encore connecté avec nous, écrivez Je suis le Bouddha dans les commentaires juste en dessous. Comme ça, on saura que vous êtes encore connecté après 1 heure et demie de visionnage. Bien évidemment, Tony et ses pensées disponibles sur YouTube, sur toutes les bonnes plateformes. Et puis, allez suivre les aventures à venir parce que je pense il va encore en vivre pas mal des aventures et nous les partager avec authenticité et ça vaut le coup de faire ça. Et en tout cas, moi, je serai là. Je vais continuer à suivre ce chemin qui m'aide aussi, je pense, de façon directe et indirecte sur mon chemin personnel, de trouver ma vérité, de trouver qui je suis et surtout qu'est-ce que je veux être et continuer à créer. Tony, merci beaucoup. Les liens dans la description juste en dessous. Un like, un abonnement, vous connaissez la machine. Et on se retrouve bien, très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde. Salut.